c'est ça? Pas encore. Là, on est en direct présentement. Vous êtes en direct. Ah, bon, alors déjà, bonjour à tout le monde, là. On est en train de rouler la clope. On est un peu déserte, là. C'est en fait sur le crépuscule de Babylone, quoi, en fait. Hein. Là, on s'est quitté, que ce soit en ce qui concerne la série sur l'Apocalypse ou sur le bistrot de l'Apocalypse, en disant, bon, ouais, il va rien avoir à dire de tout l'été. On a dû supporter les élections présidentielles, les législatives, le Tour de France, je sais pas quoi, les Jeux Olympiques, et je sais pas, il y a pas eu, je sais pas, plein de trucs là. Donc voilà, il s'est passé exactement ce qui était prévu. Donc, comme on avait dit à tout le monde, attention, il va faire très chaud. On a beaucoup insisté quand même sur les chaleurs l'été, c'est estivales. pas chaud. Ouais, très chaud. Et les habitants de nos contrées, l'histoire nous donnera, je sais pas quoi, un nom des Babylo-Sodomites, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on sera. Bon, va bien falloir trouver quelque chose qui a existé dans l'histoire. Donc là maintenant, on arrive un peu et il va falloir peut-être expliquer encore une fois d'où vient la catastrophe, combien elle est ô combien prévisible, parler un petit peu des soucis qui immanquablement vont arriver et se retrouver encore pour la millième fois à parler des vilains secrets du pétrole, puisque cette guerre contre l'Ukraine a quand même des relents de pétrole, d'énergie, etc. Et il semblerait que nous, en Occident, on ait un peu oublié l'histoire, on a beaucoup oublié l'histoire, et on a certainement les dirigeants les plus abrutis du monde, et on va dire une élite dont tout le monde peut vérifier qu'il n'y a que des mensonges, que ça, c'est affligeant, c'est un championnat de mensonges. Il reste encore un peu de gens qui essayent de faire du bien, mais ils le font mal. Par contre, ceux qui font le mal le font très bien. Donc, cette situation, qu'elle soit au niveau géopolitique ou économique, est merveilleusement orchestrée par le chef d'orchestre, Pierre. Oui, celui que je vois partout. C'est celui que tu vois partout. Il suffit de trouver les complices sans chercher. Ce sont des gens ou ce sont des crétins utiles ou des crétins rétribués, des crétins possédés, des crétins démons. Je crois qu'en théologie, on disait qu'il y a d'abord les démons menteurs et après, en démonologie, il y a les démons tueurs qui viennent après. Si personne n'a vu de démon menteur, Deo Gracias, il vit dans un refuge à la montagne et il n'a accès à aucun média. Parce que de toute façon, les médias, on peut dire, dans les mains de qui sont importe peu, il y en a qui s'en énervent. Il y en a qui se posent la question, là, les médias. Oui, il y en a qui se posent la question, qui leur sert la vérité? Et il y en a qui sont offusqués. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Qui Il y en a qui se posent la question. Hein. Ah, il y en a qui se posent la question, ouais. Il y en a qui se posent vraiment la question. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, parce que ça serait idiot. Il y a la grande union du mensonge, et en fait, ils ont un seul et unique étendard, c'est la triple concupiscence. On peut pas la peine de parler d'ethnie ou de choses comme ça, ou de tribus, etc. Bon. Donc, on va commencer par le point de départ. Ouais. On paye le pétrole une fortune. Pourtant, le pétrole, vraiment, le mensonge, il est presque aussi pire que le mensonge climatique, quoi. Alors,
plutôt que de vous refaire le scénario, je crois que Pierre a choisi une petite vidéo un peu longue, ce qui va nous permettre, voilà, ce qui va nous permettre d'allumer la clope tranquillement, pendant que quelqu'un d'autre vous donne un avis sur ce qu'est le pétrole et ce qu'il n'est pas. Allons-y. You mentioned in one of your last talks that petroleum wasn't what we thought it was, that it wasn't a fossil fuel, that it didn't come from fossil animals. Yeah. Is it just a mineral? Is it a mineral like any other mineral? Is that how it what would you say? What's the origin of You see, petroleum? when they first found petroleum, because they were beginning to make motors and needed on axles of wheels on railroad trains and all that sort of thing, and remember trains started in the beginning of the 19th century, then oil went from just a lubricant to a fuel, and it made it valuable. And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time, but he made most of his money, or much of it, off the transport of the petroleum as well as selling it. But one thing they realized was, because oil is putting a price on oil is like putting a price on a pail of water. You know, no initial cost. It's in the ground, and in those days they were, some of it almost what you'd call surface mining the oil. They didn't go down deep. So in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. That after we take the next few barrels out, we're probably going to have to close as well. You know, that kind of thing. But a very fortuitous event. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon. And so it's usually a living substance, a tree. You analyze a dead tree, hydrogen, carbon, and oxygen, and grass, and so on, living things. Animals, we are hydrogen, oxygen, and carbon. So at this Geneva Convention, Rockefeller took advantage of sending some scientists over who said, oil, petroleum, is hydrogen, oxygen, and carbon. Therefore, it must be derived from the spoiling, the rotting of formerly living matter. And playing the game properly, when this scientific convention was over, they defined oil as the residue from formerly living matter. Well, that makes it a fossil fuel. I don't know why they decided to use the word fossil, but it says formerly living matter is fossil. Well, of course, today, and another thing we should know is that there has never been a fossil, a real fossil, found below 16,000 feet. And you can't argue at 16,000 as a level line because someplace the ground sinks and so on. But 16 is what the scientists say, 16,000. We mine oil, or we drill for oil at 30,000, 33,000, 28,000 every day of the week. So right there we rule it out that it isn't fossil fuel. It's called fossil fuel for the minds of the public to feel that it is an asset that is running out, being depleted. We talk about depletion allowance, which is a lot of, you know. And actually, if you know the world's oil supply, you know that it is not going to run out for an awfully long time. It is the second most prevalent liquid on Earth. And we haven't begun to dig. Well, with all that background, you see, the people in charge of the petroleum business, for perfectly reasonable business things, like any other man in the business, wants to keep his price as high as he can get away with. And the way to do is just say, well, there's no more. The last barrel is going to cost $1,000, and then it's all done. And they preach that stuff. What bothers me is that in geology books, it's in there. The geologists say it's a fossil fuel. They've been bought. I mean, I went to a 4-year federal staff energy seminar run by the government of the United States during the so-called energy crisis. I was the participant that represented the railroad industry. The airline industry was there. Every
FAA administrative assistant of senators and congressmen was there. The CIA was there. The Defense Department was there. The State Department was there. Sometimes sitting right in front of me in the row would be Henry Kissinger with his friend, the head of Department of Defense. It's too bad I can't put the names with them. But anyway, people like that, top men in the government, sitting there listening to the Federal Staff Energy Seminar. Well, what this was doing is for 4 years, they were teaching a propaganda line to the leading people in this country, and therefore to the leading people in the world, when you include the Schlesingers, Kissinger and Schlesinger, among others. And the object of it was, as Kissinger used in his own terms when it was time for him to speak, to create a world price for oil. In other words, not 30 cents a gallon here and 90 cents a gallon there, but let's get a world price. That's their goal, and they're trying to do that for wheat and everything else. We don't realize what the controls are, whether it's oil or some of these other things. Almost everything today is being categorized at the highest price they can possibly make it go. And so calling petroleum a fossil fuel is the basis for this system with respect to petroleum. And I don't know if the name Arthur Kantrowitz rings any bell. Arthur Kantrowitz is the head of the Kantrowitz Labs set up by the Avco company near Boston, scientific laboratories. And a great man in the scientific world. And Kantrowitz and I were sitting at a table at this seminar once, and the table happened to be all young college grad, PhD geologists. And so just to get a conversation started, I turned to Kantrowitz and I said, Arthur, what do you think about this foolishness of these speakers talking about fossil fuel? And it's kind of put up. He started laughing. He said, you know, that gets me. He says, I don't have a geology degree, but he had 1,000 other degrees. And he said, I don't understand. He said, you'd think that these heads, these other fellows at the table, we did it on purpose, start listening, you know. And he asked, he said, are you gentlemen, he says, you're here at the meeting, are you gentlemen by any chance geologists? And one fellow, yes, I am. And the other, yeah. He said, well, why don't you tell me? He said, why is oil? You know, and he went on like that. We brought the house down because nobody could argue with Kantrowitz. He like Einstein. People aren't going to, and he told him right there, he said, just drop it. But it's in all the books and in all the papers. But it started from that strange meeting in 1892, a scientific convention. I have a big, thick scientific encyclopedia put out by the Die Van Oosteren Company that's about 15 years old now, but it has the whole story of the conference. It doesn't have the Rockefeller part, but it has the whole story of how they straightened out organic chemicals and how it was all figured, and they've got petroleum right in there. Amazing. Amazing. So these aren't accidental things, you see. There's a dollar sign behind almost everything. Ah, c'est pas la version que j'ai entendue à l'école quand je grandissais, moi. C'est les dinosaures qui font tourner nos voitures, bien sûr. Vaste fumisterie, le pétrole est abiotique. Donc, c'est à cet effet aussi que on a évoqué la possibilité d'exhumer tous les articles dénonçant tous ces mensonges que j'ai écrits depuis des années pour prendre date, si vous voulez, dans la question polémique sur l'énergie, il y en a beaucoup, même sur l'énergie libre, etc. J'ai évoqué le problème même on l'a montré, je crois, dans le bistrot du complot, que tu rajoutes un peu de vapeur d'eau dans un moteur atmosphérique et tu as 1000 fois plus de résultats qu'un moteur soi-disant électrique qui lui, en empreinte carbone, coûte beaucoup plus cher qu'une vieille 205 qu'on n'est pas obligé de refabriquer, mais qu'on nous oblige à jeter, ces vieilles voitures. Bon, bref, on s'égare. Le sujet, les vilains secrets du pétrole, j'ai conseillé à tout le monde le livre de La guerre de 100 ans de William Handel pour le pétrole. Il y a des tas d'ouvrages de référence sur le pétrole, mais c'est un immense mensonge aujourd'hui. C'est une guerre qui dure depuis
depuis plus d'un siècle, effectivement. Et on est au cœur de cette bataille, mais au cœur de cette bataille, il y a ce qui est arrivé après, notamment, qui a amplifié le drame, c'est le pétrodollar, quoi, donc qui a ruiné tous les peuples, et particulièrement les peuples africains. Il faut savoir que la crise pétrolière qui a eu lieu en 1974 a coûté une fortune aux peuples les plus pauvres de la Terre, mais pour le plus grand bénéfice de nos chers amis américains, qui ont endetté le monde entier pour l'éternité, en se donnant le droit, eux, de s'endetter bien au-delà du raisonnable, de telle sorte qu'on en arrive aujourd'hui à expliquer, à que les gens essayer de faire comprendre aux gens que notre seule puissance face à ce monde qui commence à se lever, notre seule puissance, ce sont des billets de Monopoly, c'est tout. Aujourd'hui, notre arrogance qu'on va voir un petit peu plus loin, vis-à-vis du reste du monde, qu'on a mis en esclavage, on va en parler plus loin aussi, enfin, repose sur une forfaiture que j'ai dénoncée également dans un livre qu'on va peut-être essayer de rééditer, on va voir, on en parlera peut-être à la fin, de la peut-être nécessité de sortir un peu mes archives, puisque c'est impossible de dire à quelqu'un, aujourd'hui, je détiens la vérité, tellement il y a de vérité, mais c'est tellement facile de dénoncer le mensonge, mais tellement facile, il y en a tellement à trouver qu'on ne comprend pas comment les gens ne voient pas que le diable existe, parce qu'il n'y a que lui qui peut coordonner une telle somme de mensonges dans tant de bouches différentes, fussent-ils des scientifiques. Chacun aurait pu ouvrir les yeux, je dirais, sur l'histoire du Corona Circus, mais il n'y a même pas plus besoin d'en parler, ce n'est plus nécessaire. Cette coupe est passée, nous en sommes arrivés cet été à la 4e coupe de l'Apocalypse. Les 2 prochaines vont être assez dures à digérer. Donc, on s'en tient juste pour le moment à rendre hommage, je crois. Notre deuxième sujet, c'est qu'il faut rendre hommage à peut-être la reine d'Angleterre, où on parle de ce qu'on va manger cet hiver qui doit pousser en serre. Je ne me rappelle plus l'ordre. Bon, on va parler des pétro-tomates. Bon, mais... oui, parce qu'il faut quand même expliquer que tout ce que vous voyez en rayon en hiver de frais pousse dans des serres chauffées. Alors, comment ça pousse? Qu'est-ce que ça coûte? Ce qui ne semble pas émouvoir nos chers amis véganes. Je dirais que écoutez bien ce documentaire, et je pense que celui qui mangera une tomate cet hiver devrait être au tribunal de Nuremberg, crime contre l'humanité, parce que 1 kilo de tomates, c'est 1 litre de pétrole. Allez, envoie le sujet. Allez. Nécrotechnologie, si tu veux, c'est le pendant aux biotechnologies. Ce qui est extraordinaire dans le cas de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est que les industriels qui les pratiquent, qui s'intitulent les industriels des sciences de la vie, d'ailleurs il faudrait comprendre pourquoi ils utilisent le terme sciences de la vie plutôt qu'industriels de la biologie. Donc les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il ne faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits en seed. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire de la manufacture des tomates qui nécessite, en gros, on peut dire 1 kilo de tomates, c'est 1 kilo de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates. Bon, c'est triste qu'on voit mal les sœurs dans la vidéo, la qualité de vidéo n'est pas extra, là, mais... De toute façon, bon, ce qui nous attend cet hiver, je ne crois pas que les gens arrivent à imaginer que globalement, le besoin journalier d'un habitant Homo erectus occidentalus, s'il n'est pas doué d'un appétit féroce et qui ne participe pas au concours de ceux qui mangent le plus de hamburgers le plus vite possible, s'il est à peu près normal, mange 2,5 kg de nourriture pour avoir ces 2,5 kg de nourriture. Donc là, on rentre dans aucun camp, que ce soit du lait, qui bouffent que des yaourts, du chocolat,
que de la viande ou que des carottes râpées ne change rien au problème. Les gens qui nous gouvernent doivent trouver 2,5 kilos de nourriture par habitant pour une année. Ça fait beaucoup. Et sachant que là, maintenant, les récoltes, elles sont toutes rentrées et celles à venir ne laissent que peu d'espoir, puisque on voit dans nos régions, par exemple, c'est des producteurs de pommes qui sont au bord de la faillite parce que les pommes, c'est bien les pommes l'hiver, mais on les garde dans des frigos. Les pommes de terre, on les garde dans des frigos, les poires, on les garde dans des frigos, et tout ce qu'on a en frais en France, pousse avec du chauffage dans des serres. Ça s'annonce mal. Sur le front du blé, ça s'annonce très mal, mais très très mal, parce que en fait, on a un peu passé l'ignominie, on a omis quelques détails, on a fait un grand scandale à Poutine qui empêchait, qui allait affamer le monde, mais enfin, sur 89 bateaux de blé qui sont partis d'Odessa aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui ont péniblement fini dans des zones du monde où ils en ont particulièrement besoin, puisque tout le monde n'a pas la même nourriture de base. Il y a des gens dans des pays pour qui le blé et le riz et certains autres aliments sont des bases importantes. Nous, ce sont les pâtes, ce sont autre chose, mais nous, on va avoir un petit problème. C'est que nous, par exemple, on mange énormément de laitage. On est en train de tuer toutes les vaches, les mecs, ils ne peuvent plus les nourrir, ça coûte trop cher. Parce que depuis le temps qu'on a un paysan qui se suicide par jour en France, qu'on perd un département agricole tous les 7 ans, l'équivalent d'un département agricole tous les 7 ans, on a réussi, les gens qui nous gouvernent, à faire du plus beau pays du monde en matière d'agriculture, d'élevage, de céréales, de produits de la mer. On a réussi, enfin, cette année, à être déficitaire. La France ne peut plus produire de quoi nourrir sa population. Et en plus, on a des habitudes de gaspillage qu'on va essayer de réfréner, mais qui, à mon avis, c'est le genre d'habitudes qui vont être très difficiles à réfréner, puisque il n'y en aura pas. Donc, vous ne pourrez pas essayer, ça sera la diète obligatoire. Donc, ça correspond à la 5e trompette qui arrive, mais en attendant, le monde est dans la tristesse parce que nous avons perdu la vieille toupie, cette vieille famille d'Angleterre. Donc, on va écouter un petit peu quand même son successeur qui nous fait enfin un aveu de ce quoi défend-il, qui est-il le pilier. Et puis, en fait, à côté, le peuple, ce que lui en pense de sa reine d'Angleterre. Envoie-nous donc ce sujet-là. Le nouveau monarque a ensuite prêté serment devant les quelques 200 membres du conseil d'accession, composé de hauts responsables politiques, d'évêques, de dignitaires de la ville de Londres et d'ambassadeurs du Commonwealth. Moi, Charles III, par la grâce de Dieu et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de mes autres royaumes et territoires, roi, défenseur de la foi, promets et jure fidèlement que je maintiendrai et préserverai inviolablement l'établissement de ma vraie religion protestante telle qu'établie par les lois adoptées en Écosse. Je suis désolée pour la famille royale, mais il y a des gens qui continuent de vivre une crise économique. Pas eux. Ils ont de l'argent, nous non. Un taux d'inflation qui atteint 9% du jamais vu depuis 40 ans. 2 millions de foyers considérés comme étant en situation d'extrême pauvreté. Dans ce quartier populaire de Londres, voilà les préoccupations des habitants, bien loin du faste du protocole autour du décès de la monarque. Pour moi, la mort de la reine n'a aucun impact sur ma vie. Je suis plus effrayée par l'hiver qui arrive avec la hausse des prix de l'électricité et du gaz. La nouvelle première ministre Liz Truss venait justement de présenter son plan d'aide massif face à l'envolée des coûts de l'énergie. Mais avec les 10 jours de deuil proclamés, le projet est désormais en suspens. Un sens des priorités qui fait grincer des dents ici. Mais qui va défendre l'anglicanisme, Denis? Parce que là, c'est rendu le roi des protestants.
c'est bien parce que, en fait, on se rapproche un petit peu d'une loi connue depuis avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire c'est du temps des châtiments, c'est-à-dire pourquoi Dieu attend et pourquoi des peuples qui peuvent monter très haut peuvent descendre très bas. C'est une question de réversibilité des mérites, je dirais. Nos chers amis anglais ont peut-être oublié que avec le protestantisme, il faut savoir qui a financé le protestantisme en Angleterre. Donc, encore une fois, bon, le livre est quasiment terminé. Je l'avais donné en épisode, ça s'appelait le Bankster's Stone, et ce qui permet de comprendre un petit peu aux gens la création de la Banque d'Angleterre, comment on a liquidé une monarchie catholique, et comble de cynisme, cette famille ignoble qui a eu honte de son nom, puisque en fait c'est des Saxe-Cobourg-Gotha, ce ne sont pas des Windsor, et ils sont cousins germains quand même avec. Il faut quand même savoir qu'à la Première Guerre mondiale, puisque là on va parler de la troisième, donc on va parler de la première, à la Première Guerre mondiale, on a mis le monde à feu et à sang pour une petite dispute. Et au milieu, il y avait un personnage assez intéressant qui servait directement la reine Wilhelmine des Pays-Bas et qui servait également la famille royale d'Angleterre et qui était British Petroleum. Et Sir Henry d'Etterding était à la tête de British Petroleum à la Deuxième Guerre mondiale, au moment juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à la Première Guerre mondiale, en fait, le Kaiser, Guillaume II, si j'ai bonne mémoire, en fait, lui, il préparait le rapatriement du pétrole du Moyen-Orient, qui était l'Empire ottoman à l'époque, et avait prévu de faire une ligne ferroviaire Berlin-Bagdad avec des bateaux. Donc, ce qui permettait une industrialisation rapide. Et l'Allemagne était déjà en train de dépasser en industrialisation, en technique, etc., l'Angleterre, déjà à cette époque-là, avant la guerre de 14-18. Et donc, à ce moment-là, il fallait absolument arrêter les Allemands dans leur capacité à avoir de l'énergie illimitée. Et donc, les Anglais ont décidé tout simplement de faire une guerre. La guerre de... le premier coup de canon était lancé contre la France, que déjà les Anglais débarquaient au Moyen-Orient pour choisir les champs pétroliers. Donc, et à ce moment-là, à plus forte raison, il y avait déjà Rudolf, je crois qu'il s'appelait Diesel, qui avait mis au point le moteur diesel qui permettait en plus d'utiliser les huiles lourdes dans la transformation en énergie. Comme disait à fort titre monsieur Charles Gave, le PIB d'un pays, c'est de l'énergie transformée, tout simplement. Alors après, en bien ou en mal, il y a la mascarade de la décarbonation, je ne sais pas comment ils disent. Oui, on peut dire que nous, on a de l'énergie propre, c'est à mourir de rire, avec du nucléaire, et puis on voit bien ce qu'il vaut aujourd'hui. Et donner au reste du monde, à nos esclaves, des moyens assez primaires, je dirais. Vous voyez, il y a des gamins qui cousent des chaussures pour Adidas au Pakistan, dans les caves, quoi. Et il y a des millions d'esclaves dans le monde qui travaillent pour nous fournir ce dont on n'a pas besoin, qu'on n'a pas fabriqué et qu'on a acheté avec de l'argent qu'on n'a pas. Voilà. Donc, la révolte aujourd'hui qui se passe, la guerre qui se passe, je dirais, nous, au bistrot du complot et dans dans le forum de l'apocalypse, etc., on ne se soucie pas trop de qui a tort, qui a raison. C'est juste la même histoire qui se reproduit. C'est une bande de gangsters, de gangs qui se partagent le gâteau. Là, on voit
par exemple, le tsar Nicolas II et le roi d'Angleterre, et on voit également le Kaiser, ils étaient tous de famille, c'est-à-dire c'est des cousins germains qui ont mis le monde à feu et à sang en 14-18. Voilà. Et puis pour couronner le tout, je vous l'ai cité plusieurs fois, c'est notamment Papus qui était un initié et qui, avant l'attentat de Sarajevo, nous expliquait déjà comment finirait cette guerre, comment on se partagerait le gâteau à la fin de la guerre, qui seraient les gagnants, qui seraient les perdants. C'est quand même déprimant de se retrouver devant cette troisième guerre mondiale qui a commencé quand même. Hein. Elle est claire, nette, elle a commencé. Elle est financée déjà, puis ils sont heureux de la financer. Et en plus, une guerre mondiale, donc aux surprises, parce que pour l'instant on n'en parle pas, mais il semblerait quand même que ce soit acté, il me semble, si on écoute bien. Ouais. C'est acté et on y va joyeusement. Tu trouves pas? Ouais, c'est surréaliste, il n'y a pas d'autre terme, c'est surréaliste. Ouais. Je crois qu'on peut écouter quand même nos dirigeants en rire. C'est en anglais, tu expliqueras après ce qu'elle dit là-bas. Ouais, on va expliquer après. Mais juste la gestuelle, puis tout, puis la joie de vivre. C'est la joie de vivre. Youpi, c'est la troisième guerre mondiale. Youpi. Puis on bat des records de financement. Là. Ouais. C'est le milliard, là, puis high five. Ah non, c'est le Téléthon. C'est le Téléthon. C'est le Téléthon. Allons-y. The figures I see. So, whoa. We have finally, the world has finally pledged 9.1 billion euros through this campaign. And in addition, the Commission working with EBRD adds another billion for the IDPs in Ukraine. This is fantastic. So 10.1 euros. And if you say that in dollars, it's even more. À Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a rencontré son homologue allemand. L'heure est à l'enthousiasme. Anna-Lena Barbok, en visite pour la seconde fois en Ukraine, s'engage à maintenir son soutien. Nous allons continuer à fournir des armes à l'Ukraine, continuer à lui fournir des armes lourdes. La semaine dernière, nous avons livré un radar de localisation moderne Cobra pour l'artillerie et d'autres chars anti-aériens, les Guépards. Très bientôt, un système de défense anti-aérienne moderne Iris-T viendra s'y ajouter et 2 autres sont en cours de production. Nous allons également mettre en place du matériel lourd pour la construction de ponts et pour l'équipement hivernal. Zum Aufbau von Brücken und auch für die Winterausrüstung auf den Weg bringen. Un soutien militaire et financier auquel contribue non seulement l'Europe mais aussi les États-Unis. Une aide sans laquelle cette contre-offensive ukrainienne n'aurait sans doute pas été possible. Également pour voir comment on peut basculer dans ce mode qu'on appelle mode économie de guerre. Alors je rassure tout de suite, on n'est pas en guerre. Mais un peu quand même. On n'est pas en guerre formellement. Nous, comme puissance d'équilibre, nous sommes engagés très tôt aux côtés de l'Ukraine. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Donc il y a toute cette opération de soutien, de cession de matériel que vous connaissez, notamment les fameux canons César. Néanmoins, l'économie de guerre, c'est quoi? C'est être prêt à ne pas subir et, en cas de crise ou de guerre, pouvoir réagir à des opérations de haute intensité. On n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Alors, la Russie ni ne peut ni ne doit gagner. Ni ne peut ni ne doit gagner. Ça veut dire quoi, ça, Denis? Ça veut dire peut-être qu'il faut se demander si on n'est pas en train de demander à Poutine de monter le curseur, et tout le monde sait très bien, c'est tout le monde, on le sait très bien, qu'ils peuvent gagner une guerre sans se déplacer. Alors, il y en a qui vont dire, attention, il ne faut pas passer la ligne rouge. La ligne rouge, tout le monde l'a passée déjà depuis bien longtemps, puisque nous, Européens, avons décidé que tant qu'on n'aura pas libéré toute l'Ukraine, ça veut dire la Crimée avec. Oui. Ça veut dire la Crimée. Eh bien, le spécifier. Voilà. Alors, je rappellerai, mais ça rentrera dans le cadre
de la vidéo que je tournerai l'année prochaine pour ma série L'Apocalypse, que je vais recommencer. Donc, hein. On va reprendre, on va finir quand même le travail. Figurez-vous que dans cette guerre qui nous amène à Armageddon, sur la plaine de Megiddo, qui est également la 6e trompette et la 6e coupe de l'Apocalypse, où des détails sont incroyablement précis, notamment, par exemple, dans l'Apocalypse, quand ils disent que ces armées passeront l'Euphrate à sec. Alors, si on relit bien Ézéchiel, on va se voir qu'il y a une alliance de tribus invraisemblables à l'époque. À l'époque, c'était invraisemblable. Et notamment, il cite un peuple, un endroit précis. C'est la Crimée. C'est la Crimée qui est citée par Ézéchiel. Gog et Magog. Il ne faut pas oublier que George Bush, fils, avait invité Chirac à venir faire la bataille de Gog et Magog. Mais la bataille de Gog et Magog, le final, il est au Moyen-Orient. La situation aujourd'hui au Moyen-Orient, qui peut me dire qui est avec qui? On sait qui est contre l'Amérique et Israël. Et l'Amérique, c'est Tarsis. Hein, dans le casting d'Ézéchiel, on pourra reprendre après avec l'Apocalypse, mais c'est pas trop le sujet du bistrot, on va pas se mettre trop dans l'eschatologie, on va plutôt rester dans la théologie morale et d'autres matières plus simples, plus terre-à-terre, plus compréhensibles. Et donc, oui, le casting est parfait, là, on voit... on se retrouve obligé maintenant d'écouter l'actualité, les bêtises que disent les journalistes. Ces journalistes qui, bien entendu, ne disent que la vérité, hein, franchement. Oui. Bon. Donc, on se retrouve avec des gens qui veulent absolument aller faire la guerre maintenant, puisque on a quasi dans 3 quarts d'heure, Poutine, on l'a écrasé. Il est à genoux. Il est à genoux. Il est à genoux. Moi, je dirais aux gens, réfléchissez bien. Peut-être que pour l'instant, ce n'est que l'entremets, le plat de résistance arrive. Est-ce qu'il y a un fou qui nous écoute actuellement, qui s'imagine que Poutine va rendre la Crimée, qui s'imagine que Poutine va laisser tomber les populations russes des républiques de Louhansk et du Donbass? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que tous les pays aujourd'hui qui veulent pas condamner la Russie et qui en ont marre de la dictature du dollar, est-ce que c'est possible qu'ils n'aident pas Poutine au moment opportun et que cette alliance, plus ou moins, est déjà décidée au moment opportun? Est-ce que on a oublié que Lénine avait déjà expliqué qu'il prendrait l'Occident capitaliste sans tirer un coup de fusil? Est-ce qu'on l'a oublié? Donc, moi, je pose cette simple question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté d'avoir froid et faim en même temps et savoir quelle est sa capacité de résistance? Parce que je pense que quand on a froid et quand on a faim, on peut mettre le sac de survie avec le couteau qui dit papa, maman. Il faudrait savoir d'abord où on va et combien de temps on va tenir. C'est pour ça qu'on avait un peu insisté sur l'intérêt du jeûne. Tu t'en rappelles, Pierre, hein, on a dit, les gars, oui. Le jeûne, bon, on peut l'offrir pendant le temps de carême à Dieu, mais il peut avoir une double utilité. Comme un petit peu la parabole dont on parlera à la fin, il a une double utilité, quoi. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je ne comprends pas comment il y a encore des gens qui peuvent appeler à la guerre, tel qu'on nous appelle à la guerre, on nous appelle à la 3e guerre mondiale. Comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui les écoutent?
comment est-ce possible? Ça s'appelle le mystère d'iniquité. Le mystère d'iniquité, c'est un peu un temps où dénoncer le mensonge devient quasiment impossible. Et tous ceux qui vivent aujourd'hui, qui ont commencé à comprendre un peu ce qui se passe dans cette pantomime, où il n'y a que des pantins comme Macron, grotesques, des journalistes, mais ça en est grotesque, le mensonge en est grotesque. Certains voudront se battre pour nous expliquer que Poutine c'est le bien, Biden c'est le mal, et vice-versa. Mais les gars, vous êtes fous. Il va débarquer quand même chez vous. Que Comment? tu sois pour ou contre. Que tu sois pour ou contre, il va quand même débarquer chez vous. Ah ouais, de toute façon. Bon, moi je suis mal parce que j'ai jamais trop encensé Poutine, loin s'en faut. Et puis en plus, je n'encense pas non plus les gens qui nous gouvernent. C'est le jour. Mais je dirais simplement que là, à la place des Français, j'écouterai bien ce que disent les gens qui nous parlent d'énergie, parce que pour l'instant, ils ont une projection optimiste sur les températures de ce qu'ils appellent le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas oublier que le réchauffement climatique peut provoquer des extrêmes, c'est-à-dire un très gros refroidissement cet hiver. La planète est chaude. La planète va... Alors, si des fois, bon, on vous a prévenu qu'il allait faire très chaud cet été, et je ne suis pas sûr que ça sera cet hiver qui sera très... Non, cet hiver, il va être très dur, très dur. Mais c'est rien. Ça sera à côté, là, ça va coincer un peu partout. Et c'est assez amusant que, en fait, ça commence en Angleterre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire référence à la prophétie de la reine qui s'est couchée dans le lit de Marie-Antoinette quand elle va mourir, etc. Bon, ça, c'est prophétie de la révélation privée. C'est marrant quand on suit un petit peu les prophéties de la révélation privée, mais on ne peut pas les exposer, je dirais, parce qu'elles relèvent de la sphère domestique. Voilà, et là, nous sommes en public. Mais il n'en demeure pas moins assez marrant que cette Angleterre, ce pays très curieux, qui a été le premier à chasser le catholicisme et à déclarer la peine de mort aux catholiques sur son île, il ne faut pas l'oublier, que ce pays, avant Henri VIII, ce roi qui a créé l'anglicanisme et dont on peut se demander encore qui peut s'en réclamer descendant ou successeur, tant le patrimoine est lourd, il est très lourd. Donc cet individu a créé quelque chose qui n'existait pas en Angleterre avant lui, c'est le paupérisme. Il n'y avait pas de pauvres en Angleterre avant. Donc, il a chassé un petit peu la charité, et aujourd'hui, quand vous voyez le roi Charles vous dire qu'il défend le protestantisme, c'est curieux, non? Ça vous étonne pas? C'est un peu curieux. C'est curieux aussi l'accointance des protestants avec la finance internationale. C'est curieux quand même. C'est curieux, mais je trouve qu'il ne puisse pas y avoir un roi catholique en Angleterre aujourd'hui. Ah non, c'est interdit. Ben, ça aussi, je trouve ça curieux. C'est un ostracisme bienveillant, puisque aujourd'hui, il est de bon ton de se dire chrétien. Même les catholiques, aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce que tu es, ils disent je suis chrétien. Ils diront pas catholique, non, bon, bref. C'est un peu curieux. Nos chers amis protestants, on leur a consacré un petit bistrot gentil, pas méchant. On pourra leur en resservir une. Ouais, il faudrait en refaire un moins gentil. Ouais, peut-être un moins gentil, quoi. Mais bon, je rappelle à ceux qui veulent se donner la peine de chercher, on peut retrouver la série ayant eu une petite idée de ce qui allait nous tomber sur la tête et qui étaient les protagonistes. J'avais fait une série qui s'appelait Nos chers amis américains, et elle est longue, hein. Elle est longue, hein. Faut bien l'écouter parce que je vous donne des clés souvent pour comprendre ce qui arrive après. Et les clés, c'est avant. La conséquente, elle est toujours après. Donc, on a les clés qui nous permettent de comprendre comment le protestant, aujourd'hui, se prend pour la race élue. C'est curieux, je ne sais pas, ils doivent avoir un peu
peut-être que, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, il parlait de complot judéo-maçonnique, je sais pas, il doit avoir cet esprit élu à quoi, je sais pas, mais pas trop dans le sens de la charité, quoi, puisque l'élection se fait par la charité, ça sera notre version de la fin. Mais en attendant, cet hiver, et moi je dirais que si j'étais Poutine, maintenant, j'ai toutes les raisons du monde, comme il vient de le dire, de bloquer maintenant les exportations de blé russe. Et, comme il l'a dit, je ne servirai en premier que les pays pauvres. Peut-être que Poutine, c'est peut-être pas un bon, mais c'est tellement facile de démontrer à la face du monde entier, ce monde soi-disant chrétien, puisque l'Occident chrétien, je suis désolé. In God we trust. In God we trust. God save the Queen. Yes, yes, yes. Et Biden aussi. Ah ouais, lui, c'est un catholique. C'est un catholique, oui. Voilà. Donc, sauce moderne. Moi, j'aurais quand même une petite méfiance, parce que là, notre hypocrisie est absolue. On est quand même capable de dire aux Russes qu'on veut la paix, et alors que on sert des armes létales à qui on sait. Pas la peine de réexpliquer ce que c'est l'Ukraine. Hein. Voilà, donc on sert des armes létales qui d'ailleurs vont finir un peu partout. On s'est fait botter le cul en Afrique. Je dirais que moi j'ai beaucoup pratiqué l'Afrique, et il y avait une réelle estime, amitié entre ces anciennes colonies, si on peut dire, et les Français. On était très 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 bien reçus en Afrique. Je ne sais pas si je vais pouvoir y retourner après le règne de Macron. J'ai grand honte d'être français, quoi. J'ai grand honte. Mais bon, ceci étant dit, on peut dire que on ne voit pas comment alors j'emploie indistinctement souvent le tu, je, nous, il, ça veut dire tout le monde, et on est tous un peu consternés. Et je crois que celui qui n'est pas consterné aujourd'hui va pas comprendre la suite, parce que tout est consternant, et l'hiver... Celui qui n'est pas consterné est con. C'est bon, ça? Bon, c'est vulgaire. Non, mais comment on peut voir des gens sauter de joie à l'approche de la Troisième Guerre mondiale? High five. Ben, elle a fait ça, là. Moi j'en reviens là-dessus, Denis. Là. C'est là le côté surréaliste, là. Fun d'Erlain, il y en a reçu là. High five. Là. La Troisième Guerre s'en vient, on est content, puis on participe. Mais eux ne seront pas là, sur place. Là. C'est pas eux qui sont sur la ligne de front, ça c'est sûr. Hein. Ils iront pas sur la ligne de front. Hein. Sinon, ils n'iraient pas. Et en fait, ce soi-disant. Alors, on va assister maintenant dans l'hiver qui arrive à un phénomène assez particulier qui peut créer une certaine panique chez les gens dans les villes. C'est que immanquablement, on va voir des gens cambriolés, mais en masse. C'est-à-dire, vous verrez une cité où les mecs, ils vont rentrer, mais dans les maisons comme dans du beurre, de toute façon, puisque les volets sont en plastique roulant, et derrière, il y a une belle vitrine. Tu viens avec une hache de pompier, tu rentres en 2 minutes dans n'importe quelle maison, quasiment aujourd'hui. Hein. Ce sont toutes les maisons françaises, quoi. Hein. Donc, moi, je pense qu'on va assister à des attaques de bandes armées. Et puis en plus, ils coupent l'électricité. Alors là, la nuit, tous les chats sont gris, quoi. Donc si en plus ils coupent l'électricité la nuit dans des quartiers, alors là, on va entendre des cris, des coups de feu, des hurlements. Et au petit matin, il y aura un journaliste de BFM pour vous expliquer la vérité. La vérité, elle est simple. Hein. Elle est assez simple. Hein. Le monde a été organisé par le diable pour qu'il y en ait, on va dire, une petite moitié, le ventre plein, voire obèse, diabétique, tout ce qu'on veut, quoi, qui n'en a rien à foutre de l'autre moitié qui a faim. C'est
c'est dans la jungle, ça se passe pas comme ça. Et quand on en revient à la loi de la jungle, je dirais que les prédateurs aiment bien les gibiers bien gras. C'est la viande sciée, c'est très bon. Il faut qu'une viande soit grasse pour être bonne, mes chers amis véganes. Pas gras, c'est pas bon. Je ne ferai pas longtemps. Voilà. En plus, bon, on va pas se disputer longtemps puisque l'agriculture française est en train de déposer le bilan, donc vous ne pourrez plus manifester contre ces pauvres gens qui gagnent pas le SMIC en faisant 2 semaines en une et à qui on n'a toujours pas payé le juste prix des choses, parce qu'en fait, dans le pays où nous sommes, je veux dire, ce n'est pas celui qui produit qui va gagner sa vie. Celui qui produit aujourd'hui, il a à peine de quoi payer son carburant pour aller travailler. Nos gouvernants s'étonnent qu'ils ne trouvent pas de gens pour aller sur les postes, mais peu cher. Ils ne peuvent pas accepter l'emploi que vous leur donnez. Il n'a pas le carburant pour y aller et pour payer son électricité, pour faire manger ses gosses. Voyez-vous, c'est ce qu'on abordera, qu'on appelle le droit de nécessité, mais il semblerait que ce droit de nécessité fait rire certains qui, eux, ont des besoins quand même surprenants. Je veux dire, c'est tellement rigolo déjà, tous ces gilets jaunes qui se sont révoltés parce qu'ils n'avaient pas de quoi remplir le frigo à la fin du mois. Mais vous savez, on est dans un monde idolâtre. C'est de l'idolâtrie à tous les niveaux. Voilà. Alors, ça a fait la une des commentaires aujourd'hui, donc nous, on va le réchauffer, quoi. C'est quand même, franchement, char à voile, quoi. Opération char à voile. Ouais, on met ça de ce pas. Les dieux du stade, on ose leur poser des questions honteuses aux dieux du stade. Regardez comme ils vous répondent, avec quel mépris. Question extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Non, mais t'imagines l'insulte de se faire poser une telle question? Alors, c'est là où j'ai toujours insisté aux gens disent, est-ce que vous imaginez le mépris que ces gens ont pour la misère? Est-ce que vous l'imaginez? Vous l'avez vu chez vos politiques. Les gens du spectacle sont un peu plus intelligents parce que les gens, alors c'est assez marrant parce qu'il y en a, le pauvre Mbappé n'a même pas compris la question, c'est pour ça qu'il rigole, il n'a rien compris. D'ailleurs, pendant toute la question, les yeux sont, hein, qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? Le gars, il ne sait pas, quoi. Il doit même pas être au courant qu'on n'arrive plus à payer le carburant ou on n'arrive plus à s'acheter des fruits. Il ne sait pas, lui. Sur une autre planète. Ouais. Ave César et Moritori, tout est salutane. C'est un gladiateur célèbre. On lui donne tout ce qu'il veut et il est là pour amuser la piétaille. D'ailleurs, comme je dirais que à un moment donné, dans la 4e coupe de l'Apocalypse, c'est assez marrant parce qu'il parle de ce soleil ardent qui va nous punir et en même temps, il parle de blasphème. Et alors là, il y en a un qui se prépare qui est assez merveilleux. C'est quand même cette magnifique Coupe du Monde au Qatar. Là, climatisé. Là, on va battre tous les records. Ne regardons pas la quantité de morts, regardons pas les esclaves qui vivent au Qatar. On s'en fout. C'est pas nos frères.
c'est pas nos mères, c'est pas nos sœurs, c'est innommable. Nous sommes ignobles. Voilà. Je dirais je dis nous parce que aujourd'hui, faut quand même avoir conscience, et c'est pour ça que avant de parler de châtiments qui vont arriver très vite, très vite, faudrait peut-être repenser un peu à ce que sont nos péchés. Alors, je reprendrai toujours, quand j'accuse l'Occident de faire le péché de Sodome, eh bien, je ne fais que citer Ézéchiel, donc je le reprends, et qu'est-ce qu'il dit à propos de Sodome? Je le redis, parce que plein de gens veulent accuser nos pauvres victimes de la variole du bonobo, non, ils se déchargent, certains, en disant c'est de leur faute, c'est des grands pécheurs, mais non, c'est pas eux. Non, les sodomites, je vais vous dire qui sont les sodomites. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, voici quelle a été l'iniquité de Sodome, votre sœur. C'est intéressant. Ça a été l'orgueil, l'excès des viandes, l'abondance de toutes choses et l'oisiveté où elle était. Elle et ses filles, elles ne tendaient point la main aux pauvres et à l'indigent. Et se trouvant ainsi dans la prospérité, c'est en rajouté, elles se sont élevées en elles-mêmes et elles ont commis des abominations devant moi. C'est pourquoi je les ai détruites, comme vous avez vu. Écoutez, moi, quand je vois le monde d'aujourd'hui, je suis consterné de dire aux gens, mais est-ce que vous réalisez quand même qu'on est tous complices? Parce que notre mode de vie, bien sûr, c'est l'American Way of Life, si on veut. J'ai eu le bon accent, là? Il était 45% à peu près. American Way of Life. C'est pas super. Pour un Français, c'est quand même pas peur. C'est pas terrible. Donc, oui, je veux dire, on ne peut plus concevoir aujourd'hui l'élémentaire charité. L'élémentaire parce que, en fait, je dirais que dogmatiquement parlant, figurez-vous qu'un pauvre a le droit de voler quand il a faim. Oui, il a le droit. C'est de la scolastique, c'est Thomas d'Aquin qui le dit. Est-il permis de voler en cas de nécessité? Est-il permis? Réponse, ce qui est de droits humains ne saurait déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, selon l'ordre par la providence, les êtres inférieurs sont destinés à subvenir aux nécessités de l'homme. C'est pourquoi leur division, œuvre de droit humain, n'empêche pas de s'en servir pour subvenir aux nécessités de l'homme. Voilà les biens que certains possèdent en surabondance sont dus de droit naturel à l'alimentation des pauvres. Ce qui fait dire à saint Ambroise, et ces paroles sont reproduites dans les décrets, c'est le pain des affamés que tu détiens, c'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes, ton argent c'est le rachat et la délivrance des miséreux, et tu l'enfouis dans la terre. Et c'est marrant parce que quand il y a eu la mascarade Covid, les Américains, parce que le pétrole est revenu à zéro, ont extrait du pétrole et l'ont remis dans la terre. C'est marrant comme on se retrouve souvent face à nos péchés de façon, je veux dire, littérale. C'est littéralement ce qu'on a fait. Et on continue. Toutefois, comme il y a beaucoup de miséreux et qu'une fortune privée ne peut venir au secours de tous, c'est à l'initiative de chacun qu'est laissé le soin de disposer de ses biens de manière à venir au secours des pauvres. Si cependant la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille secourir ce besoin pressant avec les biens que l'on rencontre, par exemple lorsqu'un péril menace une personne et qu'on ne peut autrement la sauver, alors quelqu'un peut licitement subvenir à sa propre nécessité avec le bien d'autrui, repris ouvertement ou en secret. Il n'y a là ni vol, ni rapine,
à proprement parler. Voilà. J'ai cité la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, comme on a oublié la charité, je pense que ceux qui ont faim vont nous rappeler un petit peu, ce qui est assez extraordinaire, le droit de nécessité. Mais la somme théologique peut paraître un peu complexe pour ceux qui pensent que c'est une formulation un peu difficile. Alors, je vais en prendre une autre, puisque je vous ai cité saint Ambroise, qui était docteur de l'Église. Je vais vous rappeler alors, on a mis dans le bistrot de l'Apocalypse une bibliothèque à disposition. L'accès à cette bibliothèque passe par un, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, une application. Oui, Telegram. Voilà. Moi, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais il y a un accès. Bon, débrouillez-vous. Et il y a un livre que je vous conseille particulièrement dans la bibliothèque, c'est les 40 homélies de saint Grégoire le Grand, qui vous lisez une homélie sur un évangile, et à ce moment-là, vous comprendrez que vous n'avez pas compris l'évangile. Et dans la 40e homélie sur les évangiles, il nous parle du riche, et je vais vous reprendre le texte de l'évangile. Vous allez voir, c'est remarquable des fois, quand il dit « Merci Seigneur d'avoir fait découvrir ces choses aux plus simples et de l'avoir caché à ceux qui se prétendent sages. » Alors, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, qui se traitait tous les jours magnifiquement. Il y avait aussi un pauvre, appelé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, qui eût bien voulu se pouvoir rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et personne ne lui en donnait. Et les chiens venaient lui lécher ses ulcères. Or, il arriva que ce pauvre mourut, et le riche aussi. La destination finale, il y en a un qui va en enfer, bien sûr, il y en a un qui va au ciel. Oui. Et celui qui va en enfer demande qu'Abraham vienne lui poser une goutte d'eau sur la bouche, parce qu'il est un petit peu chaud, et il n'était pas habitué. Et à ce moment-là, il y a une chose extraordinaire que vous pouvez remarquer, c'est que l'évangéliste, le Christ, Dieu, le Christ, pas Christ, hein, le Christ, Dieu, Jésus-Christ, cite le nom du pauvre, Lazare, mais ne cite pas le nom du riche. Et oui, parce que bon, il avait été un peu payé sur terre. Donc, réjouissons-nous de nos maux, bénissons Dieu de nos misères, parce que si pour l'instant tout va bien, ça veut dire que tout va mal pour la suite. Alors, je dirais que c'est un message d'espoir que je donne, c'est dire déjà, si vous êtes dans l'indigence, vous êtes plus près du ciel que certains qui ont déjà signé le pacte ici. Alors, je reprends une explication de saint Grégoire, elle est un peu plus longue, ceux qui voudront, ils iront, il dit « Cela doit nous faire connaître quel châtiment mérite celui qui ravit le bien d'autrui, si celui qui manque à donner le sien aux nécessiteux est puni d'une damnation éternelle. » Donc il dit, imaginez que déjà celui qui donne rien, il est damné. Mais je vous signale, mes chers frères et sœurs, que l'Occident, ça fait quand même un sacré moment qu'on pille l'humanité, qu'on a des esclaves partout. On en a parlé, les esclaves de la banane, les paysans, nos propres frères paysans français, beaucoup on les a mis en esclavage. Sous une dictature européenne, on l'a mis en esclavage, bien sûr. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Tout ce qui va arriver n'est pas la faute des paysans, c'est la faute des fonctionnaires de l'agriculture. Il y a 3 fonctionnaires pour un paysan. Ça en fait des feignants à nourrir et qui n'ont pas honte de leur salaire. Hein, je le dis en passant, histoire de me faire un peu d'amis encore. Voilà. Et que personne donc ne se flatte d'une haute sécurité en disant « je ne prends point le bien d'autrui ». Mais je jouis justement de celui qui m'appartient.
parce que ce riche n'est pas puni pour avoir usurpé ce qui n'était pas à lui, mais pour s'être oublié soi-même par une trop grande attache à son propre bien. Voilà. Alors, on entend des gens aujourd'hui également qui commencent à avoir peur, qui veulent repartir à la campagne, refonder une colonie de Babylone, c'est-à-dire ils veulent leur Babylone à eux tout seuls. Voilà ce qui se passe actuellement, ce que j'ai observé. Ils veulent faire continuer leur vie de sodomite dans leur Babylone City à eux. Ça, c'est pas bon, les gars, c'est raté, ça va très mal finir. Et je vais terminer quand même, puisque Saint-Grégoire nous fait remarquer quand même que faut pas se rassurer parce qu'on n'a pas volé, mais il en rajoute une autre. Le Seigneur dit donc, parlant du riche, il y avait un homme, et parlant du pauvre, il y avait un pauvre appelé Lazare, comme s'il disait clairement, je connais un pauvre qui est humble, mais je connais point un riche qui est superbe. Je connais ce pauvre par l'estime que je fais de sa vertu, et je ne connais point ce riche par un jugement de réprobation dont je le punis. Il a oublié son nom. Car le riche eût pu avoir quelques excuses de son miséricorde, si le pauvre Lazare, tout couvert de plaies, n'eût pas été couché à sa porte. S'il eût été éloigné de lui, si sa misère ne lui eût pas à tout moment frappé les yeux. D'autre part, le pauvre eût souffert dans son esprit une moindre tentation, si ce riche eût été plus loin de sa vue. Mais Dieu, en mettant ce pauvre tout couvert d'ulcères et accablé de misère devant la porte de ce riche, qui avait toutes choses en abondance et qui jouissait de tous les délices de la vie, il a voulu faire servir une seule et même chose à deux effets tout différents, en tirant de la vue du pauvre le dernier comble de la damnation du riche, de la vue du riche la dernière épreuve de la vertu et de la patience du pauvre. Voilà. Alors, quand je lis ça, moi, français, je ne me sens pas m'appeler Lazare. Je ne me sens pas m'appeler Lazare. Je sais que je vis dans un monde où je bénéficie d'extraordinaires avantages, dont j'ai honte. J'ai honte parce que je sais qu'on les a volés. Voilà, on est des voleurs. Et maintenant, on est tous des voleurs. Oui, on est tous des voleurs. Oui, il y a un enfant qui meurt toutes les 10 secondes parce qu'il n'a pas d'eau potable. Et on va faire la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y a plus un enfant qui meurt dans le monde de faim ni de soif, juste avec le salaire de monsieur Mbappé. Je vous le signale. Voilà. Donc, je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont se délecter ou qui se sont délectés encore cet été, puis que bon, vont bien le regretter cet hiver, et l'hiver ne fait que commencer. Je vous avais mis en garde contre le chaud. Je me permettrai de vous mettre en garde contre le froid, parce que ceux qui vous gouvernent ont bien mal prévu un hiver très froid. Vous savez, un hiver 54, hein, vous vous en rappelez plus déjà. Pourtant, c'était pas il y a des siècles, et puis rassurez-vous, l'hiver 62-63 était pire encore. Et il y a eu bien des hivers qui ont été très froids, et c'était pas il n'y a pas très longtemps. Et on pourra mettre autant d'éoliennes et de photovoltaïques qu'on voudra, on ne changera rien à ça. Parce que quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. J'ai cité Bossuet. Bon, je ne sais pas combien de temps a duré ce bistrot. Je pense que c'est concis, clair, net et précis. Je dis simplement, accrochez-vous au bastingage, ça va zouker. Ça va zouker dur au niveau de l'énergie et de la nourriture, mais je vais vous donner un indice. C'est que comme les Anglais ont inventé le paupérisme, je pense qu'ils vont être les premiers à en mesurer le véritable effet. Peut-être ça leur remettra un petit peu les idées en place
et que si ça leur remettait les idées en place, j'espère qu'il n'y aura personne à l'enterrement de la vieille toupie et au couronnement de l'autre blaireau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz, dans la famille royale d'Angleterre, il y a quand même des petites habitudes que l'on connaît. Et ce qui est assez marrant, je rappellerai à Charles III que sa maîtresse actuelle est une descendante de la maîtresse de son grand-père ou arrière-grand-père, je suis plus trop sûr, le même qui en son temps se tapait la mère de Winston Churchill. C'est pour ça que son père, Randolph Churchill, en fréquentant les maisons closes, s'est retrouvé avec une syphilis, est passé dans la folie et était subrepticement financé par Lord Rothschild. Vous voyez comme quoi Dieu a de l'humour, vous voyez, à partir des turpitudes de la famille royale d'Angleterre, vous avez eu droit à la magnifique déclaration de Balfour, qui est celle qui représente un peu la date du fin des nations, et puis celle qui va clôturer la Troisième Guerre mondiale. Comme ça, le tour de cadran sera complet. Et rappelez-vous, tous ceux qui applaudissaient quand il l'annonçait joyeusement, parce que quand elle va être là, l'année prochaine peut-être, je ne sais pas, d'ici là, j'espère qu'on aura la France championne du monde de football. En attendant, ça nous fera un dernier sursaut de joie. Un dernier sursaut de joie. Mais en attendant, donc, je crois que l'heure est arrivée un petit peu que j'édite un peu toutes ces chroniques, mes carnets de route où j'ai dénoncé tous les mensonges. Si des fois, je ne sais pas, s'il y en a qui veulent participer à faire une précommande, je pense qu'il faudrait mettre peut-être mon adresse mail que j'ai mis 1000 fois à tout le monde, tous ceux qui veulent me parler, m'écrire, j'essaye de répondre du mieux que je peux, pas toujours bien, je m'en excuse. Et par contre, je crois qu'il va être un peu l'heure de ressortir des cartons un certain nombre de mensonges, mais un sacré paquet, quoi. Parce que si vous faites la liste de tous les mensonges répertoriés, je crois que j'ai passé un certain nombre d'heures quand même. Hein, je me suis tapé les banquiers, je me suis tapé les Américains, je me suis tapé la démocratie en série vidéo, etc. Jamais. Et puis là, il y a des gens qui me tensent parce que je sais pas, une certaine soudaine envie de partir dans une grotte avec 3 livres, quoi. Tu me dis, mais quand même, avant de partir, Denis, il faudrait peut-être que tout ce qui traîne dans ton ordinateur, tu commences à le faire passer à quelqu'un qui ça peut intéresser. Donc, dans tout ce que j'ai écrit, il y en a énormément d'articles, il y a ce que j'appelle mes carnets de route, je peux le rééditer. Si ça intéresse quelqu'un, si ça intéresse personne, je ferai comme Brassens, je les rentre dans ma guitare et puis c'est pas grave, quoi. C'est pas un problème. S'il y en a qui, on va essayer de mettre donc en DVD, CD, il faut que je me fasse expliquer, c'est compliqué. Les premiers épisodes, les 42 premiers épisodes complets de l'Apocalypse, s'il y en a que ça intéresse, et faire une précommande, ça me permettra peut-être d'acheter 100 CD, je ne sais pas, peut-être que 100 personnes peuvent être intéressées. Si ça n'intéresse personne, on ne le fait pas, et puis tant pis. Voilà. Et en même temps, va falloir que je me occupe aussi de mon association des traditions et du goût, justement, parce qu'on a quand même un peu préparé une campagne spéciale, Jardin de l'Apocalypse, pour l'année prochaine, parce que ça va être intéressant, cette prochaine sécheresse. Mais en attendant, je vais vous laisser, je dois aller couper du bois. J'avais prévu qu'un Québécois descendrait en France, parce que nous, le Québécois, il a la chemise à carreaux, la tronçonneuse, et il coupe les arbres de haut en bas dans le sens de la longueur. On le sait très bien, c'est comme ça qu'ils font les allumettes au Canada. On est un peu complexés, nous, Français, devant les bûcherons canadiens. Et j'ai pris du retard, je pensais qu'il y avait un Québécois qui descendrait. J'ai dit, je coupe pas l'arbre, il va se barrer. Non, il est encore avec ses balles de golf, le mec. Vous imaginez pourquoi on a un petit peu de retard.
pour faire un bistrot, pourquoi on s'y prépare mal aussi, hein, faut le dire quand même. Hein. Il y a beaucoup mais la préparation, ouais, mais l'improvisation, c'est toujours véridique, moi, je trouve. Parce qu'il n'y a rien de préparé, justement, pratiquement rien. Fait que ça vient du cœur puis des vestiges de mémoire. Puis moi, je trouve ça parfait comme ça, Denis. Ben, je disais que, je dirais, moi le premier d'ailleurs, je me dis que quand on arrive devant quelque chose comme ça, il faut méditer. Des fois, on se trouve un mec bien dans un monde pourri. Moi, j'ai pas l'impression que si j'avais habité Sodome, je me serais appelé Lot. Moi, j'aurais été vitrifié avec les autres. C'est sûr et certain, sûr et certain. Donc, je retiens la leçon et je me dis que finalement, dans l'Apocalypse, quand Saint Jean dit « Sors, mon peuple, sors de cette cité », de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. Et là, je dirais aux gens, écoutez, on va parler de la chute de Babylone bientôt. On va recommencer la série L'Apocalypse la semaine prochaine. Ça amène un travail qui est différent du bistrot de l'Apocalypse, différent de mode de réflexion. Mais là, si vous voyez des gens qui n'ont pas encore compris, vous avez remarqué aussi que Pierre vous a mis la folasse qui a été élue sur The Economist. Hein. Oh ouais. Non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas dû remarquer. Hein. Vous savez, elle était prévue au casting, celle-là aussi. Hein. Et on aurait pu la mettre aussi dans le casting des Va-t-en-guerre. Hein. Parce que les Va-t-en-guerre. Et puis après, vous avez au milieu Macron, lui, qui est là pour la bête de l'Apocalypse. Donc lui, il va servir tout le monde. Lui, hein. Vous inquiétez pas. Il était dans le casting aussi. Donc tout le casting est prêt. Le problème, c'est la chute de la colère, c'est les coupes. Il reste une coupe avant la Troisième Guerre mondiale. Elle va arriver très vite, vous allez voir. C'est à la limite, ça ressemble un petit peu à un prémisse de châtiment, comme si Babylone, la grande prostituée, etc., commençaient de colère et de rage à se détruire de l'intérieur, un peu comme une guerre civile, quoi, quelque chose comme ça, qui fait que ça ressemblera peut-être un peu aux prophéties de la révélation privée, c'est que les Russes, de toute façon, gagneront la guerre tout simplement parce qu'on ne la frappe pas. On sera très fort pour envoyer des armes. Et après, est-ce que vous croyez que quand on aura envoyé encore plus d'armes, qu'on aura dépensé encore plus d'argent, on va arrêter cette guerre? Non, on va ne faire que l'amplifier. De toute façon, se mettre aux côtés des Américains, c'est se mettre à côté de toutes les guerres qu'ils ont perdues. Je n'ai plus besoin de les citer. La dernière débâcle en Afghanistan vaut tous les discours. Les talibans remercient bien les Américains pour le matériel laissé. Mais cette promenade en Afghanistan, dont tout le monde n'avait rien à foutre, ça a coûté quelques milliers de milliards, comme celle en Irak, comme celle en Syrie, comme partout ailleurs. Alors comment ce monde peut-il accepter qu'il y ait autant de misère quand on fabrique ces stades magnifiques pour la Coupe du Monde et quand on va reconquérir la planète Mars, quand même. Je crois qu'il y a quand même des priorités. Alors, sur le pétrole, j'ai un article aussi qui est à disposition, parce que ceux qui n'ont pas les moyens peuvent aller dans la bibliothèque. Vous avez, je crois que j'ai mis tous les articles, mes carnets de route que j'appelle, c'est la lettre AIL, où on a traité de la question des vilains secrets du pétrole. Il y a deux parties, les vilains secrets du Vatican, les vilains secrets des moustiques OGM. Tiens, on vous en avait parlé des moustiques OGM, vous allez en entendre parler. Toutes ces saletés, la crise grecque, qui était un laboratoire pour nous, hein, rassurez-vous, hein, c'est des rats de laboratoire. Enfin, je signale quand même que toute honte bue, nous avons eu en Grèce des jeunes filles qui faisaient des études et qui se sont prostituées pour manger. Ce sont nos filles, ce sont nos mères. Merci, nos chers amis américains. On vous a passé la vidéo où les Américains vous disent, oui, on savait très bien que Daesh vendait des petits garçons sur les marchés et que c'était le produit préféré de ces vaillants guerriers de la djihad. Je pense que c'est
un islam qui ne doit pas correspondre à celui qui existe ailleurs. Je ne sais pas, je ne me fais pas juge, mais je pense que ce n'est pas possible que quelqu'un qui se dise musulman accepte un marché d'esclaves de petits garçons. J'ose pas le croire. Donc, vous savez, la charité, ça peut se pratiquer envers son prochain, même s'il est d'une autre couleur, s'il est d'une autre race. Mais cette charité, je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir, et aucunement d'une manière personnelle, mais je dirais, il y a des châtiments nationaux. C'est un châtiment national qu'on subit, sauf que l'Angleterre va passer devant nous. Observez bien comment ça va se passer en Angleterre, en Allemagne, parce que ces trois géants de l'Europe, quand même, et l'Italie aussi, vous mettez même l'Italie quatrièmement en puissance économique, regardez bien, la chute de Rome, à côté, ce fut un conte de fées. Je vous souhaite un bon dimanche. Oh ben, c'est une très bonne conclusion. Moi, j'ajouterais juste que le prophète Ézéchiel est mort lapidé, c'est juste comme ça. Là. Parce que, dire la vérité, c'est pas... disons que le monde apprécie pas tous de la même manière. Bah, généralement, ne pas plaire est un bon signe. Exact, tout à fait. Voilà. Donc, d'ailleurs, moi, j'imagine souvent, parce que je me retrouve... ouais, il faudrait que j'ouvre un site, il faudrait que je réponde plus, j'essaye, mais je veux dire, techniquement, on a quand même un peu un manque de moyens et un énorme manque de moyens. Un énorme manque de moyens. Un euphémisme. C'est un doux euphémisme, mais les pauvres nous en voudront pas. Dis-moi, je vois écrit « Tout le monde peut vous voir et vous entendre ». On est toujours en direct, là? Oui, on est toujours en direct. Mais là, je pense qu'on va conclure là-dessus. Là. Bah, si, alors, on n'a pas regardé s'il y avait eu peut-être une bonne question sur le jeu. Je n'ai pas l'accès au forum, je vois rien. J'ai tenté, hein, mais je ne suis pas capable de faire deux choses. C'était plus des commentaires, d'après ce que j'ai vu. Des commentaires. Si éventuellement, il y a quelqu'un qui veut poser une question technique, économique, géopolitique, on peut essayer de répondre. Il pourrait les écrire, puis admettons, au prochain bistrot, on va prendre les meilleures questions. On va répondre à leurs questions. Ouais. On répondra. Ouais, c'est une solution. S'il y a une question intéressante, d'en débattre, puis de participer. Mais en matière d'aveuglement, je ne vois pas qui peut poser une question qui pourrait nous dire non, on n'est pas aveuglé. C'est pas possible. C'est pas possible de ne pas se rendre compte que tout est mensonge. C'est pas humain, c'est diabolique. Voilà, on revient souvent à ça. Hein. Errare humanum est diabolicum perseverare. Voilà. Ita. Voilà. Je vois que ton latin progresse. C'est bien. Il va falloir que tu reprennes les cours de latin. Bon, tu nous sors du live ou on dit au revoir à tout le monde. Bon, ben. Puis à la prochaine. C'est pas quand, là. La semaine prochaine, un petit retour sur la série L'Apocalypse, parce que il y a toujours Apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. Donc, il y a 42 épisodes. Je dis toujours à tous les théologiens de la Terre, il y en a quelques-uns qui sont venus nous visiter. On a eu quelques théologiens qui nous ont visités. Je dis simplement, si je fais une erreur théologique, ou si je dis quelque chose non conforme à l'enseignement de notre Sainte Mère à l'Église, je m'en excuse de suite et je suis prêt à l'enlever immédiatement. Voilà. Mais citez-moi cette erreur. Évitez les hystériques, etc. Parce qu'aujourd'hui, dans l'agitation apocalyptique, il se lèvent toujours des prophètes. Et si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas. Et si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas. Non. Préparez-vous tranquillement, tout seul, dans votre coin. Essayez de trouver un coin sympa, quoi, calme, quoi, pas trop d'agité, quoi. C'est ce que je vous conseille, moi. Hein. Après, voilà.
Donc, on dit à tout le monde ce coup-ci, la semaine prochaine, et tu coupes. Voilà. On la coupe là, comme ça.